La première partie du cours est consacrée à l'ordre juridictionnel administratif. Elle a pour objet l'étude des juridictions administratives qui sont chargées de connaître du contentieux administratif. Nous les envisageons autour de 3 thèmes. D'abord, il est nécessaire de comprendre comment cet ordre juridictionnel administratif s'est établi et construit au cours du temps. Ce sera l'objet du premier titre, portant sur l'histoire de l'ordre juridictionnel administratif. Ensuite, il faudra s'intéresser à la composition et au fonctionnement des différentes juridictions administratives. Le titre 2 portera donc sur l'organisation de ces juridictions. Enfin, compte tenu de la pluralité des juridictions administratives, il faudra étudier la répartition de compétences entre elles. Le titre 3 traitera donc de cette compétence au sein de l'ordre juridictionnel administratif. Commençons donc le titre premier relatif à l'histoire de l'ordre juridictionnel administratif. Il s'agit d'abord, dans un premier chapitre, de se tourner vers le passé pour retracer l'apparition et la construction de l'ordre juridictionnel administratif à côté de l'ordre juridictionnel judiciaire. Il faudra ensuite s'intéresser à la période contemporaine pour envisager la modernisation des juridictions administratives. Chapitre 1er, donc, la construction de l'ordre juridictionnel administratif. Cette construction est un long processus qui peut être découpé en 2 périodes. Une première période qui correspond à la naissance de la justice administrative et qui sera traitée dans cette vidéo. Une seconde période qui correspond à l'épanouissement de la justice administrative et qui sera présentée dans la vidéo suivante. En ce qui concerne la naissance de cette justice administrative, il n'est pas possible de citer une date précise car l'émergence de cette juridiction s'étend de l'Ancien Régime à la fin du XIXe siècle. Elle est jalonnée par 3 faits essentiels que nous étudierons successivement. Le premier correspond à la consécration du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Le deuxième correspond à la création du Conseil d'État et des conseils de préfecture. Et le troisième correspond à l'instauration de la justice déléguée. Commençons donc dans un premier paragraphe, grand 1, la consécration du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires à la Révolution. Les prémices de ce principe apparaissent sous l'Ancien Régime, lorsque l'autorité royale s'affermit et que l'administration royale s'étoffe. Au XVIIe siècle, le roi décide notamment d'instituer dans les provinces des intendants qui sont dotés de pouvoirs de police. Mais ces agents du roi sont également investis du pouvoir de résoudre des difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion de certaines affaires publiques, notamment en matière d'impôts et de travaux publics. Et ils sont également chargés de contrôler les cours judiciaires. Celles-ci se sont montrées très rapidement hostiles aux intendants et ont cherché à empiéter sur leurs attributions. Par ailleurs, les parlements multiplient l'usage de leur droit de remontrance qui leur permet de s'opposer à l'enregistrement d'un texte royal et donc à son application dans leur ressort. La réaction du pouvoir royal ne se fait pas attendre, ainsi Louis XIII édicte l'édit de Saint-Germain-en-Laye en 1641. Cet édit interdit expressément aux cours judiciaires de se saisir des affaires qui concernent l'État, l'administration et le gouvernement, affaires qui relèvent, selon l'édit, de la personne du roi ou des personnes auxquelles il a délégué cette compétence, notamment ses intendants. Le traitement des affaires publiques est ainsi réservé à l'administration elle-même. En 1789, les révolutionnaires veulent faire table rase de l'Ancien Régime. Ils suppriment alors les intendants et les parlements, car l'un et l'autre sont des symboles de la monarchie absolue. En revanche, le principe énoncé dans l'édit de Saint-Germain-en-Laye va connaître une certaine survivance. Pour rappel, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre le principe de séparation des pouvoirs. En toute orthodoxie, ce principe, qui implique une séparation entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, aurait dû conduire les révolutionnaires à confier l'ensemble du contentieux, qu'il s'agisse du contentieux civil ou administratif, à des juges. Cependant,
compte tenu de l'exemple des parlements d'Ancien Régime qui ont usé de leur pouvoir pour s'opposer à l'administration royale, les révolutionnaires craignaient que le pouvoir judiciaire paralyse l'exécutif, ce qui aurait remis en cause le principe de séparation des pouvoirs. Par conséquent, la loi des 16 et 24 août 1790 prévoit en son article 13 une distinction entre les fonctions judiciaires et les fonctions administratives, et cette loi interdit aux juges nouvellement créés de s'immiscer dans les affaires administratives. La compétence des juges, à savoir les juges de paix, les tribunaux de police, le tribunal de cassation, est donc cantonnée aux affaires civiles et criminelles. Ce principe est réaffirmé sous une formule différente par le décret du 16 Fructidor en 3, qui correspond à la date du 2 septembre 1795. Dans son article unique, le décret précise qu'il est fait interdiction aux tribunaux de connaître des actes d'administration. Ainsi, les révolutionnaires optent pour une conception particulière de la séparation des pouvoirs, qui consiste à ôter aux juges une partie du contentieux, celui qui intéresse l'administration. C'est ce qu'on appelle le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais ces textes ne posent rien de plus qu'une interdiction faite aux juges judiciaires. Ils ne disent rien notamment quant à l'autorité compétente pour connaître des litiges administratifs. Après avoir rejeté l'idée d'une juridiction spécifique, les révolutionnaires confient le contentieux administratif à l'administration elle-même, car ils considèrent que le jugement des litiges administratifs ne peut pas être dissocié de l'action administrative. Ainsi, la loi des 6, 7 et 11 septembre 1790 attribue par exemple des compétences contentieuses aux administrateurs départementaux en matière de contribution directe, de marché de travaux publics ou encore de dommages de travaux publics. Cette conception a donc abouti à une confusion entre l'administration active et les organes chargés de juger de son activité. Les ministres étant pour l'essentiel compétents à l'égard du contentieux administratif, apparaît alors ce qu'on appelle la théorie du ministre-juge. L'arrivée de Napoléon au pouvoir bouleverse cet état du droit en posant les premières pierres de la juridiction administrative. Grand 2, la création du Conseil d'État et des conseils de préfecture par Napoléon. La Constitution du 22 Frimaire en 8, élaborée par Napoléon, instaure le Conseil d'État qui est conçu comme un organe au service du chef de l'État. Il n'a certes aucun pouvoir propre de décision puisqu'il se borne à émettre des avis. Toutefois, son rôle est large. Le Conseil d'État est en effet chargé de rédiger les projets de loi et de règlements d'administration, mais aussi de résoudre les difficultés qui surviennent en matière administrative. Un arrêté du 5 niveaux en 8 vient d'ailleurs préciser ses attributions en matière contentieuse. Le Conseil d'État devient juge des recours formés contre certaines décisions rendues par les autorités administratives, en particulier les préfets et les ministres. Cependant, il ne peut être saisi directement par les administrés qui doivent en faire la demande au ministre. En outre, pour les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'État, la théorie du ministre-juge persiste. Par ailleurs, la loi du 28 Pluvieuse en 8 transpose le modèle central au niveau départemental. En effet, elle institue, à côté du préfet qui est chargé de l'administration, un conseil de préfecture qui est placé sous la présidence du préfet et auquel la loi confie le traitement de certaines affaires litigieuses. Ces conseils de préfecture ont donc une compétence dite d'attribution, définie à l'article 4 de la loi du 28 Pluvieuse en 8. Ils se prononcent notamment en matière de contribution directe, de travaux publics, de grandes voiries et de domaines nationaux. Par ailleurs, le Conseil d'État devient juge d'appel des jugements rendus par ces instances. Ces différents éléments appellent plusieurs remarques. D'une part,
compte tenu du développement de la compétence du Conseil d'État, le contentieux administratif relève désormais de l'administration consultative, qui est chargée de conseiller l'administration active. La double casquette du Conseil d'État est ainsi posée dès sa création. Mais à cette époque, les affaires contentieuses sont traitées de la même manière que les affaires administratives par l'une des 5 sections administratives en fonction de son champ d'intervention. On dénombre ainsi la section de l'intérieur, la section de la guerre, la section de la marine, la section des finances et enfin la section de la législation. D'autre part, la justice administrative nouvellement créée reste une justice retenue. Le Conseil d'État ne fait qu'émettre des projets de décision sur les litiges qui lui sont soumis. Le pouvoir de décision reste entre les mains du chef de l'État, qui doit donner son approbation pour que l'avis du Conseil d'État devienne exécutoire. Les conseils de préfecture, en revanche, constituent dès cette époque de véritables juridictions administratives. Ils bénéficient en effet de la justice déléguée, si bien que leurs décisions sont directement exécutoires. En définitive, le progrès par rapport à la Révolution est incontestable, car le contentieux administratif est désormais traité par des fonctionnaires distincts des agents de l'administration active. Le processus se poursuit sous le Premier Empire. Sans abandonner la nature d'institution administrative du Conseil d'État et sa dépendance par rapport au chef de l'État, plusieurs évolutions permettent de mieux dissocier en son sein les compétences consultatives proprement dites des compétences contentieuses. Un décret du 11 juin 1806 crée une commission du contentieux à côté des 5 sections administratives, commission du contentieux qui est chargée de traiter toutes les affaires contentieuses. Celles-ci ne sont donc plus examinées par les sections administratives. La séparation entre cette commission du contentieux et les sections administratives est d'autant plus forte que ses membres, à l'époque, ne participent pas à la fonction consultative du Conseil d'État. En outre, un décret du 22 juillet 1806 impose le respect d'une procédure spécifique devant la commission du contentieux, procédure qui se veut contradictoire et qui permet aux parties de saisir directement le Conseil d'État sans passer par les ministres. Ces réformes amorcent donc la spécialisation et l'émancipation de cette commission du contentieux. Mais celle-ci ne dispose toujours pas d'un pouvoir de décision. Elle est seulement chargée de rédiger un projet d'avis sur le litige qui est ensuite soumis à l'Assemblée générale du Conseil d'État. Si l'avis est adopté par cette Assemblée générale, il prend la forme d'un décret contentieux qui doit revêtir la signature du chef de l'État pour être exécutoire. Il faut noter toutefois qu'en pratique, l'Assemblée générale du Conseil d'État et le chef de l'État approuvaient systématiquement l'avis de la Commission. Le Premier Empire est également marqué par la création de la Cour des comptes, par la loi du 16 septembre 1807, pour juger les comptes et les comptables publics. Cette création est essentielle pour l'histoire de la juridiction administrative à 2 égards. D'une part, dès son apparition, la Cour des comptes constitue une véritable juridiction administrative. D'autre part, le Conseil d'État devient juge de cassation à l'égard des décisions qu'elle rend. Cependant, la chute de Napoléon ébranle l'édifice construit. Plus précisément, la question du maintien du Conseil d'État se pose lors de la Restauration en 1814. L'institution est en effet très critiquée, elle est considérée comme dangereuse en raison de la concentration entre ses mains d'attributions à la fois administratives et juridictionnelles. Louis XVIII fait néanmoins le choix de maintenir le Conseil d'État par une ordonnance royale du 29 juin 1814 afin d'assurer la transition entre le régime de Napoléon et la nouvelle monarchie. Si sa mission consultative est affaiblie, sa mission contentieuse est en revanche pleinement conservée. Mais le Conseil d'État reste placé sous la coupe du roi. C'est pourquoi les critiques à son égard persistent jusqu'à la fin de la Restauration.
Les libéraux lui reprochent de ne pas offrir de garanties suffisantes pour les administrés et prônent l'instauration d'un tribunal administratif avec des magistrats inamovibles. D'autres se prononcent en faveur d'un transfert du contentieux administratif au juge judiciaire. Mais aucune de ces propositions ne voit le jour. Sous la monarchie de Juillet, le Conseil d'État est maintenu, mais il évolue. Sa fonction contentieuse, notamment, se perfectionne. Une ordonnance royale du 2 février 1831 instaure le principe de l'audience publique et renforce les droits de la défense des administrés. Cette ordonnance leur donne notamment le droit de faire des observations orales. Une seconde ordonnance du 12 mars 1831 crée un ministère public composé de commissaires du gouvernement qui deviennent en pratique très rapidement indépendants. Par ailleurs, l'idée de reconnaître au Conseil d'État une justice déléguée fait son chemin. Cette métamorphose fondamentale intervient en 1848 avec l'avènement de la Seconde République. À nouveau, le Conseil d'État d'ailleurs dispose d'un statut constitutionnel grâce à la Constitution du 4 novembre 1848. La loi organique du 3 mars 1849 prévoit en outre en son article 6 que le Conseil d'État statue en dernier ressort sur le contentieux administratif. Ces avis n'ayant plus à obtenir l'approbation du chef de l'État, la justice administrative est désormais déléguée et devient l'égale de la justice judiciaire. Par conséquent, le tribunal des conflits est institué pour résoudre les conflits de compétences entre les deux ordres de juridiction. Ce nouveau modèle sera toutefois de très courte durée. La Constitution de 1852, qui instaure le Second Empire, fait réapparaître le Conseil d'État impérial. Le système de la justice retenue est alors restauré. Cette période du Second Empire n'est toutefois pas entièrement défavorable au contentieux administratif. Des progrès interviennent en effet pour les conseils de préfecture. Les règles de la procédure contradictoire, telles que le principe de l'audience publique, le droit de faire des observations orales, ou encore la présence de commissaires du gouvernement, leur sont étendues entre 1862 et 1865. Par ailleurs, l'accès aux juges administratifs est facilité. Un décret du 2 novembre 1864 dispense le recours pour excès de pouvoir de ministères d'avocats et du droit de timbre. Enfin, l'empereur se désintéresse largement des affaires juridictionnelles, si bien que sa signature des avis du Conseil d'État constitue une simple formalité. Malgré ces éléments positifs, la chute de l'Empire en 1870 fait ressurgir la question de la suppression du Conseil d'État. Mais cette tentative échouera à nouveau. Grand 3, l'instauration définitive de la justice déléguée. Au début de la Troisième République, le Conseil d'État survit timidement sous la forme d'une commission provisoire. Un long débat s'instaure alors devant les représentants de la nation concernant le maintien et l'organisation du Conseil d'État. Celui-ci est finalement préservé et le principe d'une justice déléguée lui est même reconnu par la loi du 24 mai 1872. Cette loi prévoit en son article 9, je cite, que le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative et sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives. Le Conseil d'État dispose donc d'un pouvoir de décision en matière juridictionnelle et ces décisions sont rendues au nom du peuple français. La loi prévoit également le retour du tribunal des conflits chargé de trancher les conflits de compétences entre l'ordre juridictionnel administratif et l'ordre juridictionnel judiciaire. Ainsi, cette loi vient définitivement consacrer la séparation entre fonctions juridictionnelles et fonctions administratives. En revanche, d'un point de vue institutionnel, la séparation n'est pas aussi franche, puisqu'un même organe dispose des deux types de fonctions.
Le Conseil d'État conserve en effet des fonctions administratives assurées par les sections administratives et des fonctions juridictionnelles assurées par la section du contentieux. En outre, l'article 4 de la loi de 1872 confie la présidence du Conseil d'État au ministre de la Justice, en précisant qu'en son absence, cette présidence est assurée par le vice-président du Conseil d'État. La même particularité persiste concernant les conseils de préfecture, qui depuis leur création sont présidés par le préfet et sont composés de fonctionnaires issus du ministère de l'Intérieur. Il faut attendre un décret-loi du 6 septembre 1926 pour que cette présidence soit supprimée, lorsque les conseils de préfecture deviennent interdépartementaux. Les conseils de préfecture, qui restent donc composés de fonctionnaires, continuent également de détenir des compétences consultatives auprès de l'administration active. Ainsi, à partir de 1872, si l'existence de véritables juridictions administratives exerçant des fonctions juridictionnelles en matière administrative ne fait aucun doute, ces institutions continuent de disposer de fonctions consultatives. Cette particularité ne remet toutefois pas en cause l'indépendance du Conseil d'État et des conseils de préfecture, dès lors qu'en leur sein, les deux types de fonctions sont assurés par des formations différentes. Définitivement ancrée dans le paysage juridique français, la juridiction administrative s'engage à partir de la 4e République dans une période d'épanouissement. Ce sera l'objet de la vidéo suivante.